Elle a dansé sur les braises d'une vie qui brûlait, aimé au bord du gouffre, et défié un monde qui voulait la plier. Michel Mercier, l'éternelle Angélique, n'est pas seulement une icône figée dans l'éclat des projecteurs, elle est une femme qui a porté ses blessures comme des médailles, une âme qui a refusé de se taire face aux injustices, aux trahisons, au silence imposé. À plus de 80 ans, elle brise enfin les chaînes de son mythe pour livrer une vérité crue, déchirante, mais étrangement lumineuse. Voici son histoire, celle d'une femme qui a traversé les tempêtes de la gloire, de l'amour et de la solitude, sans jamais perdre l'éclat farouche de son regard. Née le 1er janvier 1939 sous le soleil éclatant de Nice, Jocelyne Yvonne Renée Mercier entre dans un monde où tout semble écrit d'avance. Fille aînée d'un pharmacien prospère, héritière d'un empire familial ancré dans la science et la respectabilité, son destin est tracé, reprendre les rênes de l'entreprise Mercier, un nom synonyme de stabilité et de prestige. Mais dès l'enfance, Jocelyne étouffe sous le poids de ses attentes. Les flacons de laboratoire, les formules chimiques, les réunions guindées ne l'appellent pas. Son cœur bat au rythme d'un autre langage, celui des corps en mouvement, des planches usées des salles de répétition, des notes qui s'élèvent comme une prière. La danse devient son refuge, sa révolte, sa vérité. À 8 ans, elle convainc ses parents de l'inscrire à l'école de ballet de l'Opéra de Nice. Elle y devient l'un des plus jeunes « petits rats », ces danseuses en herbe façonnées par une discipline de fer. Chaque pas, chaque douleur, chaque muscle poussé à l'extrême est une offrande à un rêve qu'elle ne peut encore nommer. Le studio est son sanctuaire, un lieu où les attentes rigides de sa famille s'effacent devant la liberté du mouvement. Adolescente, son talent éclate. Sa grâce, son intensité captive les spectateurs. Mais pour son père, la danse n'est qu'un caprice, une distraction futile qui s'éteindra avec l'âge. Il voit en elle l'héritière d'un empire, pas une étoile de scène. Les disputes s'enchaînent, creusant un fossé entre une jeune fille vibrante de rêve et un père prisonnier des conventions. À 17 ans, Jocelyne fait un choix qui changera tout. Elle quitte Nice pour Paris, défiant la volonté paternelle et l'avenir tout tracé. Ce départ est un acte de courage, presque de rébellion, pour une jeune fille élevée dans le confort de la Côte d'Azur. À Paris, elle rejoint les ballets de Roland Petit, plongeant dans un monde à la fois enivrant et impitoyable. Les répétitions interminables, la compétition féroce, la quête de perfection la consument, mais elle s'y épanouit. Elle enchaîne avec les ballets de la Tour Eiffel, puis danse au théâtre des Champs-Élysées dans Gosses de Paris, une chorégraphie de Pierre Lacotte sur une musique de Charles Aznavour. Ce moment aurait dû être son apogée, la consécration d'une danseuse étoile en devenir. Mais le destin, déjà cruel, frappe, la compagnie fait faillite. En un instant, son rêve s'effondre comme un décor de théâtre. Pourtant, Jocelyne ne s'effondre pas. Elle pivote, explore l'art dramatique sous la tutelle de Solange Sicard, passe un temps à Londres pour parfaire son article. Puis, lors des vacances de Noël 1956, le hasard intervient. Une rencontre anodine lors d'un dîner familial à Nice la met face à Denis de la Patellière et Michel Audiard, deux figures du cinéma français. Il cherche une actrice pour un rôle dans Retour de Manivelle, aux côtés de Michel Morgan et Daniel Gélin. Jocelyne hésite. Elle est danseuse, pas comédienne. Mais son père, dans un mélange d'ironie et de pragmatisme, la pousse à accepter. Au moins, on te verra à l'écran. À contre-cœur, elle signe. Un détail reste à régler, son prénom. Jocelyne sonne trop désuet, trop lourd pour une affiche de cinéma. On lui demande de choisir autre chose. Elle opte pour Michel, en mémoire de sa petite sœur, emportée par le typhus à 5 ans. Ce choix n'est pas anodin, il marque une rupture, une renaissance. Jocelyne Mercier s'efface. Michel Mercier naît. Le cinéma l'aspire comme une vague. Après Retour de Manivelle, les rôles s'enchaînent, modestes mais prometteurs. Puis, en 1964, le destin frappe à nouveau. Les producteurs Francis Caunes et Bernard Borderie cherchent une actrice pour incarner Angélique, l'héroïne des romans d'Anne et Serge Golon. Brigitte Bardot a refusé le rôle, Marina Vladi s'est désistée. Leur quête les mène en Italie, où Michel tourne avec Vittorio Gassman. Elle a 25 ans, une beauté saisissante, une expressivité brute. Le casting est un marathon, essais caméra, lecture, essayage de costumes. Michel se bat, non pas pour la gloire, mais pour ce qu'elle perçoit dans Angélique, une femme libre, audacieuse, miroir de ses propres combats. Elle décroche le rôle. Angélique, marquise des anges n'est pas qu'un film. C'est une déflagration. Le public est envoûté. Les femmes veulent lui ressembler, les hommes l'idolâtrent, les médias s'emparent de l'image de cette héroïne en crinoline, à la fois fragile et indomptable.
5 films suivent, chacun amplifiant le mythe. Mais pour Michel, le triomphe est une prison dorée. Le monde ne voit plus qu'Angélique. Les autres rôles se raréfient. Les propositions se limitent à des copies fades de son personnage. Lorsqu'elle ose demander mieux, des scénarios plus riches, des dialogues plus authentiques, une rémunération juste, on l'ignore, on l'écarte. Pour chaque film, elle ne touche que 50 000 francs, une misère pour une star de son envergure. Épuisée, elle refuse de tourner les 6e et 7e volets prévus. J'ai tout essayé pour lui échapper, dira-t-elle des années plus tard, la voix teintée de résignation. Mais Angélique me rattrapait toujours. Derrière l'éclat de la star, une femme lutte pour exister. Michel Mercier refuse de se plier aux règles implicites d'une industrie où les actrices doivent sourire, séduire, se taire. Elle choisit la révolte, une révolte qui lui coûte cher. Dans les années 60 et 70, bien avant #MeToo, elle affronte les dérives toxiques du cinéma. Des producteurs, des réalisateurs, des hommes de pouvoir tentent de monnayer ses rôles contre des faveurs. Je pourrais vous donner une liste certifiée de noms, confie-t-elle un jour, le ton calme mais acéré. Des hommes qui m'ont touché, qui ont essayé de négocier avec leurs mains plutôt qu'avec des contrats. Je ne les ai jamais laissés faire. Un épisode marque les esprits. En Italie, où elle est une star, un magnate du cinéma lui fait des avances lors d'une négociation. Sans hésiter, elle lui crache au visage. La conséquence est immédiate, un an sans proposition de film, une mise à l'écart silencieuse mais efficace. À Paris, l'histoire se répète. Un producteur influent tente sa chance. Michel répond par un coup de pied bien placé. Il n'a plus jamais essayé, dira-t-elle avec un sourire teinté d'amertume. Mais chaque acte de résistance a un prix. On la qualifie de « difficile », instable. Les portes se ferment, les scénarios cessent d'arriver. J'aurais pu tourner plus de films, admet-elle. Mais le prix était trop élevé. Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir si j'avais cédé. À 40 ans, malgré une filmographie de plus de 50 films, malgré des collaborations avec Jean Gabin, Charlton Heston ou Robert Hossein, Michel se retrouve marginalisé. L'industrie qui l'avait porté au nul oubli. Les tapis rouges s'éloignent, les invitations se tarissent. Pourtant, elle ne regrette rien. J'ai perdu des rôles, mais j'ai gardé mon âme, confie-t-elle dans une interview au début des années 2000. Cette force, cette intégrité, devient son héritage. On ne se souvient plus seulement de sa beauté ou d'Angélique. On se souvient d'une femme qui a tenu tête, qui a refusé de plier, qui a parlé quand le silence était la norme. L'amour, lui, est un autre champ de bataille. Derrière l'image de la marquise romantique, Michel cherche un bonheur qui se dérobe. Ses histoires sont des romans inachevés, marqués par la passion, la perte, la trahison. Elle tombe amoureuse de Gianni Esposito, un chanteur et poète dont l'âme mystique la captive. Leur lien est profond, mais éphémère. Lorsqu'un Shah d'Iran, fraîchement divorcé, la courtise avec des diamants et des promesses de mariage, elle refuse. Je ne peux pas imaginer un mariage sans amour, dira-t-elle, fidèle à ses principes. En 1961, elle épouse André Smag, assistant réalisateur. Leur union, célébrée dans le village artistique de Saint-Paul-de-Vence, semble idéale. Mais l'alcoolisme et les troubles psychiatriques de Smag brisent le rêve. Les crises, les internements, les batailles juridiques pour un divorce impossible la laissent exsangue. Plus tard, elle épouse Claude Bourriot, ancien pilote devenu pharmacien et conseiller politique. Il s'installe à Hollywood, où Michel espère se réinventer comme productrice. Mais Hollywood la rejette. Le mariage s'effondre en 1979. Un nouvel amour, avec un homme d'affaires suisse, lui offre un semblant de stabilité. Elle s'installe à Genève, élève ses 2 fils comme les siens. Mais le cancer emporte son compagnon. Sans mariage officiel, elle n'hérite de rien. Puis vient un prince romain, un homme qui lui promet une vie de conte de fées. Pendant 3 ans, elle y croit. Mais il s'éloigne, la laissant seule à Paris, le cœur lourd. La trahison ultime arrive en 1996. René Le Porc, un homme d'affaires charmeur, lui propose de fonder une maison d'édition à Cannes. Séduite, Michel investit ses économies. Trop tard, elle découvre qu'il est un escroc. Il falsifie sa signature, détourne 400 000 €, la laissant ruinée. Elle vend ses tableaux, ses meubles, même les costumes d'Angélique. Le Porc fuit au Vietnam, condamné par contumace en 2008. Michel, elle, doit tout reconstruire. Malgré ses drames, elle parle d'amour avec une lucidité désarmante.
Elle n'a pas eu d'enfant, mais a élevé 6 garçons, les fils de ses compagnons. Ils ont disparu de ma vie, comme leur père, dira-t-elle. Pourtant, l'amertume ne la définit pas. Elle a aimé, pleinement, malgré les blessures. Aujourd'hui, Michel vit dans un appartement ensoleillé à Cannes, face à la mer. Mais même là, le destin ne l'épargne pas. À 81 ans, un mélanome agressif la frappe. Les traitements l'épuisent, l'obligent à vivre dans l'ombre, une ironie cruelle pour une femme qui incarnait la lumière. Puis, 2 chutes successives fracturent ses pieds, la clouant au lit pendant des mois. Elle doit se séparer de son bichon adoré, son fils. Sa sœur unique décède, la laissant seule. En 2023, le cancer revient, l'isolant davantage. Pourtant, Michel ne s'effondre pas. « Je ne pleure pas », dit-elle. « Je fais ce que je veux. » Sa force, forgée dans les épreuves, reste intacte. Cannes lui rend hommage en nommant un jardin en son honneur. Des fans lui écrivent, Brigitte Bardot lui envoie des mots tendres, le prince de Monaco prend de ses nouvelles. Ses gestes, tardifs, apaisent son cœur. Longtemps, elle a fui Angélique, ce rôle qui l'a emprisonnée. Aujourd'hui, elle l'embrasse. « Je suis Angélique et Angélique, c'est moi », dit-elle, non comme une reddition, mais comme une réappropriation. Michel Mercier s'est battu, a aimé, a perdu, a survécu. Sa vérité, elle l'a dite, non pas avec amertume, mais avec la dignité d'une femme qui n'a jamais plié. Son regard, toujours incandescent, défie le temps. Elle est plus qu'une légende, elle est une flamme qui refuse de s'éteindre.